Bienvenue de nouveau. C'est le deuxième épisode et le troisième chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Cher Danny Bella, veuillez résumer ce dont nous allons parler dans ce chapitre. Dans cette vidéo, nous mettons principalement à jour nos connaissances sur les courants continus, y compris les résistances, les différentes sources et le concept de puissance. Nous discuterons également brièvement de la tension alternative. Commençons tout de suite par le concept de courant électrique. Si nous connectons deux corps chargés différemment avec un fil métallique, nous pouvons remarquer que les électrons se déplacent du corps le plus négatif vers le corps le plus positif. On voit que l'électricité, le flux vers le peste, le plus positif, le flux des flux est à sens unique. Le flux de charge est appelé courant électrique avec un I majuscule. Le courant électrique indique combien de charge passe à travers le conducteur en un temps donné. Son unité de mesure est l'ampère avec un A majuscule. Mathématiquement, I est égal à delta Q sur delta T, où Q est la quantité de charge. Si une charge électrique se déplace d'un endroit à un autre, que ce soit une particule chargée, alors nous parlons de courant électrique. Dans les liquides, par exemple, non seulement les électrons peuvent se déplacer, mais aussi des atomes qui ont un déficit ou un excès d'électrons, ce sont les soi-disant ions. En tout dessin technique, la direction du courant est indiquée par une flèche. Il convient de souligner qu'un courant électrique ne peut circuler qu'entre deux points, dans l'espace où nous pouvons mesurer des points de tension non nuls. La raison en est que l'électricité est un flux de charge qui nécessite du travail, et la mesure de la capacité de travail est la tension électrique. En résumé, sans tension, il n'y a pas de courant. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai. Bien sûr, une tension non nulle entre deux points ne garantit pas un flux de charge. Un courant électrique continu peut être généré par un circuit, dont les principales parties sont la batterie, le conducteur et le consommateur. Au terminal négatif de la batterie, il y a un excès d'électrons. Au terminal positif, il y a un manque d'électrons en raison des processus chimiques qui s'y déroulent. Lorsqu'ils sont connectés au consommateur par des fils, les électrons du terminal négatif circulent à travers le conducteur et le consommateur, atteignant le terminal positif de la batterie, essayant d'égaliser la différence de charge. La batterie remplace les électrons au terminal négatif par les processus chimiques qui s'y déroulent. Les atomes des matériaux conducteurs sont dans une grille métallique stable. Les électrons en mouvement entrent en collision avec eux, de sorte qu'ils transmettent une partie de leur énergie cinétique aux atomes liés, ce qui provoque une augmentation de la température. L'énergie électrique de la batterie est convertie en énergie cinétique des électrons, dont une partie est transformée en énergie thermique lors de la collision, entraînant une augmentation de la température. Les conducteurs de différents matériaux et géométries inhibent les électrons dans leur mouvement à des degrés divers. Nous utilisons le concept de résistance pour décrire cette propriété. Son symbole est la lettre R majuscule. Son unité de mesure est l'ohm, qui est représenté par la lettre grecque oméga majuscule. Une valeur. Contrepoids a été atteinte. La loi d'Ohm, affichée, stipule que la valeur de la résistance peut être déterminée comme le rapport entre la tension sur le conducteur et le courant qui le traverse. Il en découle également que si un courant traverse un conducteur et que la résistance entre deux points n'est pas nulle, alors une chute de tension peut être mesurée entre ces deux points. Dans les circuits électriques, il y a besoin d'un composant à résistance plus élevée que les fils. Ces composants sont souvent appelés résistances. Il existe parfois un mot distinct pour le composant résistance et la grandeur physique résistance. La résistance est un composant souvent utilisé dans les circuits électriques, souvent en raison du rôle limitant d'un courant constant. Parlons de la définition de la puissance électrique. Nous avons déjà constaté que si un courant traverse un conducteur, alors de la chaleur se développe, appelée chaleur de Joule. Si nous mesurons ce courant et la tension entre les deux points du matériau, alors leur produit nous donne la puissance thermique. Comme l'indique la formule, P est égal à U multiplié par I. Cependant, il est utile d'exprimer le courant et la tension dans la loi d'Ohm et de les remplacer dans la formule de la puissance. P est égal à I4 multiplié par R. P est égal à I au carré multiplié par R, et cela équivaut à U au carré divisé par R. Cela montre que, en effet, la puissance électrique est directement proportionnelle au carré du courant
et au carré de la tension. Une chose de plus à mentionner dans ce contexte, les fils ont également une résistance, et donc de la chaleur se développe. Par exemple, lors du choix de la taille des fils reliant les appareils ménagers au réseau, il faut tenir compte de la quantité de chaleur générée qui les chauffera, car il peut y avoir une température si élevée que l'isolant entourant le fil fondra et causera ce qui... Dans ce cas, il s'agit de la guidance. Incendie. Je vais maintenant parler un peu des sources électriques qui fournissent l'énergie nécessaire au courant de charge. En électronique, nous distinguons la source de tension et la source de courant. Les ressources. Tension et de courant. Une source de tension est un dispositif dont la tension est constante entre ses bornes électriques, même si un courant y circule. En revanche, la source de courant modifie la tension entre ces bornes afin que le courant caractéristique y circule. La tension entre les guides, de sorte que le courant traverse le caractère A. Je trouve important d'ajouter que les bornes de la source de tension ne doivent pas être court-circuitées avec un fil de faible résistance, car alors un courant très élevé circulera en raison de sa tension presque constante, ce qui peut entraîner la rupture de l'appareil et également des blessures personnelles. Dans le langage courant, les cellules galvaniques et les batteries sont souvent appelées sources de courant, bien qu'elles soient plutôt des sources de tension, surtout d'un point de vue électrique, car pendant la charge, une tension presque constante peut y être mesurée. D'un point de vue électronique, nous ne pouvons pas produire une source de courant dans la vie réelle avec des méthodes électrochimiques simples, comme les cellules galvaniques, mais nous pouvons certainement le faire avec l'aide d'un circuit électrique approprié. Jusqu'à présent, nous avons parlé du courant continu et de la tension continue, idéalement. Cela signifie que la tension et le courant dans chaque cas restent inchangés à tout moment. Je pense qu'en réalité, une telle situation n'existe pas longtemps. Vous avez raison. En fait, il existe des cas où nous avons seulement besoin d'une manière bien définie de faire varier la tension et le courant. Par exemple, les machines qui fonctionnent sur la base de phénomènes électromagnétiques nécessitent une tension et un courant alternatifs sinusoïdaux. Sans eux, il est difficile d'imaginer, par exemple, la production et l'approvisionnement en électricité bon marché et puissante. La tension alternative est un cas particulier, où la tension mesurée à la source de tension est positive, puis à un moment négative, et ensuite elle se répète périodiquement. La figure ci-dessous montre la représentation d'une tension alternative sinusoïdale dans un système de coordonnées cartésiennes. Le temps sur l'axe horizontal et la valeur de la tension sur l'axe vertical peuvent être lus. Puisque la valeur de la tension dépend du temps, de telles fonctions sont appelées fonctions temporelles. Les fonctions temporelles périodiques ont une période de temps qui montre combien de temps dure une partie répétitive d'une fonction. En général, la période de temps est notée par la lettre majuscule t. Dans l'exemple ci-dessus, la période de temps est de 0,5 secondes. Le taux de répétition de la fonction est généralement caractérisé par la soi-disant fréquence, qui indique combien de fois la partie périodique de la fonction est répétée en une seconde. La fréquence est indiquée par la lettre f. L'unité de mesure est Hz. Elle est représentée par Hz. La fréquence est le réciproque de la période de temps, c'est-à-dire la fréquence de la fonction dans l'exemple ci-dessus est de 2 Hz. F est égal à 1 sur t majuscule écrit. Nous pouvons voir que 1 divisé par 0,5 nous donne en fait 2 Hz. Cela montre aussi que 1 divisé par 0,5, vraiment 2. La fonction de tension, en fonction du temps montré dans l'exemple ci-dessus, peut également être décrite comme une équation, avec l'aide de la fréquence ou de la période de temps. Dans notre cas, U majuscule de t peut être écrit comme U de t égale à 3 fois sin 4p. T. Cela nous amène à la fin de la 3e vidéo de ce chapitre. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la 4e et dernière vidéo présentant les outils que nous utilisons pour décrire mathématiquement les caractéristiques de tension, de courant et de résistance d'un circuit. Au revoir.